Nous arrivons au premier point de l'ordre du jour, relatif au maintien ou au non-maintien d'un adjoint au maire dans ses fonctions suite à un retrait de délégation. Donc, nous avons à nous prononcer. 30% du conseil municipal des élus peut demander le vote à bulletin secret. Moi, je le proposais, donc il n'y avait pas besoin d'avoir 30% des élus. Monsieur Johnson m'a fait savoir qu'il ne souhaitait pas que nous votions sur ce maintien ou sur non-maintien à bulletin secret. Donc, je consulte le conseil. Monsieur Johnson. Pardonnez-moi, ce n'est absolument pas l'effet de voir qui vote ou qui vote pas. Simplement que je vais demander que ce vote soit suffisamment unanime. Donc, il n'y a pas de manœuvre dans ma requête. Personne n'a parlé. Je ne disais pas ça pour vous, mais... Est-ce qu'il y a d'autres avis ? Écoutez, je crois que quand même, dès l'instant où il s'agit d'un vote sur une personne, il vaut mieux voter à bulletin secret. C'est ce que je propose au Conseil. Ceux qui sont d'avis de voter à bulletin secret le manifestent en levant la main. Les avis contraires. Abstention. Ouais, Marceau. Donc, nous allons faire passer une urne. Vous avez des bulletins, un bulletin blanc, un bulletin maintien, un bulletin non-maintien. Oui, monsieur, ouais. Juste, monsieur le maire, pour vous indiquer la position de notre groupe, puisque nous ne prendrons pas part au vote, vous en doutiez sûrement, mais moi, pour ma part, pour ma culture personnelle, j'aimerais quand même, avant de procéder au vote et que vous fassiez ça, votre petit règlement de compte entre familles, c'est votre histoire, mais moi je suis un peu surpris par ce retrait de délégation, parce que nous connaissons M. Johnson depuis quelques années quand même, malgré tout, ça fait quand même quelques années que nous le voyons au conseil municipal et que nous l'avons vu, comme disent nombre d'articles, évoluer grâce à vous et auprès de vous, et occuper auprès de notre ville, je dirais, des postes importants. Alors effectivement, je suis surpris que ça soit un retrait de délégation sur le conseil municipal. Alors certes, vous avez sorti l'argument qui était... Alors, ça me surprend d'autant plus qu'au début de septembre, nous avons eu des articles élogieux sur l'étoile montante de Créteil, qui était M. Abraham Johnson. Et quelques semaines après, on voit apparaître qu'il n'aurait pas payé ses cotisations. Je pense qu'il n'est pas le seul et que les sommes de 40 000 euros, 50 000 euros, 20 000 euros, enfin... Tout a circulé, tout et n'importe quoi sûrement, et M. Johnson pourrait s'en expliquer là-dessus. Je ne pense pas que ça soit un fait unique dans les annales du PS ni dans les autres partis. Ça se fait sûrement régulièrement et ça ne nécessite pas forcément un retrait de délégation de la personne en question. Après ça, l'argument qui a été sorti, c'est qu'il n'était pas assez présent, que ça mettait en péril l'organisation, le maintien du groupe au sein du conseil municipal. Il est vrai, monsieur le maire, je ne veux pas vous dire le contraire, que notre ami, collègue, monsieur Johnson a quand même des charges assez importantes, mais ces charges, je pense qu'elles ont été prises en parfaite connaissance de cause avec vous-même et les services de notre municipalité. Alors certes, je me permets de le rappeler vite fait, mais quand même, il est deuxième vice-président chargé en dehors du conseil municipal de Créteil, où il occupe quand même des postes importants. Il est deuxième vice-président chargé du développement économique et des affaires européennes et président du groupe élu socialiste et républicain. Mais ensuite, il est également président de Val-Office, agence de développement du Val-de-Marne, société d'aménagement et de développement économique du Val-de-Marne, syndicat mixte Action foncière du Val-de-Marne, et il est également titulaire pour siéger à beaucoup de syndicats interdépartementaux qui doivent sûrement faire partie de ses fonctions en tant que président de Val-Office. Moi, ce qui m'étonne un tout petit peu, monsieur le maire, c'est que, bon, on sait très bien que la politique n'est pas quelque chose de facile et où on s'aime tous beaucoup et quand on veut tuer quelqu'un, on trouve toujours un moyen. Mais moi, ce qui m'étonne un tout petit peu, c'est connaissant au côté proche avec M. Johnson, c'est que vous n'avez pas eu su, je dirais par vos conseils avisés et éclairés, le conseiller peut-être de se dégager certaines fonctions peut-être au niveau départemental et de garder ici au conseil municipal de Créteil. J'avoue que je suis assez surpris par cette retraite de délégation un peu brutale, qui ne me gêne pas outre mesure, parce que c'est vos affaires entre vous, comme je l'ai dit en début de mon propos, mais malgré tout,
je sens un peu gêné de cela et j'aurais bien à savoir finalement, et vous me le direz sûrement pas, mais je le regrette beaucoup, la finalité exacte de cette affaire. Alors moi, ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est que, voyez-vous, depuis, en dehors de la presse sûrement présente dans la salle ce soir, et je leur fais confiance, c'est qu'effectivement, nous faisons également la une de l'Express, si j'ai bien lu, avec le titre merveilleux, Créteil, Laurent Catala veut éjecter son dauphin. Le titre veut tout dire, monsieur le maire. Je dis bien monsieur le maire, je ne vous adresse pas à vous, mes chers collègues, parce que vous m'excuserez, c'est, je pense, monsieur le maire qui est le premier à avoir retiré ça. Et effectivement, c'est une décision qui n'est pas politique, mais quand on lit à la fin de cet article, on apprend que finalement, ça serait peut-être que l'étoile montante qui voulait sûrement prendre votre place au siège de député, puisque vous ne représenterez pas aux députés, serait peut-être bien de le laisser à M. Julien Drey, qui lui-même était éjecté de l'Essonne. Vous savez, c'est M. Julien Drey va un peu partout où on le met. Mais moi, tout ça, je vous dis franchement, c'est des petites affaires de famille comme ça qui me gênent beaucoup, parce que je ne comprends pas que ça soit arrivé à ce niveau-là entre vous et M. Johnson, monsieur le maire. Ça serait avec peut-être d'autres conseillers municipaux, d'autres maires adjoints, on sait que ça se passe dans toutes les communes, sur des faits généralement plus graves quand on retire les délégations à quelqu'un. Là, simplement, nous affirmer son manque d'assiduité, je ne crois pas qu'il ait beaucoup manqué de conseillers municipaux et le reste ne me regarde pas, me gêne un petit peu. Le fait qu'il n'ait pas payé ses cotisations me paraît une ficelle un peu grosse. Alors voilà, je vous donne mon avis. Je suis très sceptique quant aux raisons de cela. J'attends peut-être de voir ce qui va se passer par la suite. Mais j'avoue que je suis gêné vis-à-vis d'un de nos collègues qui, je pense, auprès de vous, ça ne me regarde pas, a quand même fait beaucoup et que la sanction est peut-être un peu dure par rapport à ce qui pourrait être enlevé sur d'autres postes qu'il occupe actuellement. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais vous dire. Mes chers collègues, merci. Pour quelqu'un qui ne voulait pas participer au vote, vous avez beaucoup de choses à dire sur cette question. Alors, en principe, il n'y a pas de débat sur cette question, cette délibération qui nous est posée. Donc, je ne prolongerai pas le débat au-delà de ce que vous avez dit. Pour confirmer, que je ne serai pas candidat aux élections législatives, mais vous devriez le savoir depuis les dernières élections municipales, puisque c'est ce que j'ai écrit à tous les Christoliennes et à tous les Christoliens. Et même si je voulais l'être, je ne le pourrais pas, puisque la loi, à partir de 2017, me l'interdirait. Donc ce problème est réglé. Et pour ce qui me concerne, il n'y a vraiment aucun enjeu de ce côté-là. D'ici les élections législatives, il passera beaucoup d'eau sous le pont de la Marne. Hein ? Deuxième point que vous avez affirmé, c'est ma proximité avec M. Johnson. Je la renie pas et je l'assume. Mais en l'affaire, l'affectivité qu'il peut y avoir dans cette affaire concerne M. Johnson et moi, pas vous. Donc je vous invite donc à vous tenir au libellé de la délibération qui dit la chose très claire et pas d'autre, indisponibilité récurrente ne permettant pas participation active à la vie municipale. Après, les journalistes disent ce qu'ils veulent. Je vous mets au défi de trouver dans ma bouche une fois le mot dauphin ou ceci ou cela. Non, jamais. Jamais. Mais c'est sûr que pour certains journalistes, soit très proches de l'intéressé par l'intermédiaire d'autres réseaux, notamment du ministère de l'Intérieur, soit par l'intermédiaire du journal local, ont quelque intérêt à présenter les choses de cette façon. Voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas de dauphin, ce n'est pas dans ma culture. Il y aura un successeur un jour. Je vous ai jamais dit quand.
A priori, je ne suis pas malade, je suis en forme, donc la question ne peut se poser qu'à partir de 2020. Voilà, donc si je devais vous rassurer sur ces plans-là, je le fais tout de suite et avec beaucoup de franchise et de loyauté. Monsieur Johnson. Oui, monsieur le maire, la circonstance par laquelle, effectivement, nous ne sommes pas amenés à débattre de cette délibération n'empêche pas que nous lui donnions la transparence la plus complète préalablement à ce vote. Et j'ai effectivement quelques mots à vous dire, et j'espère être entendu dans ces observations, en sérénité et en loyauté à mon tour. Et je partage complètement votre avis que l'intimité de nos relations ne regarde que nous. Et le second point que je partage également, c'est que si certains journalistes ont considéré à certains moments que j'avais pu être votre dauphin, je n'ai jamais abondé, moi, dans cette idée-là. Et je ne me suis jamais vécu auprès de vous dans une vision qui soit monarchique. Vous ne l'avez pas. Et d'ailleurs, vous avez précisé aux dernières élections, et à fort juste titre d'ailleurs, que la ville de Créteil méritait que le suffrage universel consacre celui qui en deviendrait le premier magistrat. Je me range donc tout particulièrement derrière vos propos, mais je veux pouvoir dire, au travers de cette délibération qui va être prise, un certain nombre d'éléments. La circonstance que ce débat me concerne ne me fait pas perdre de vue que les débats des assemblées délibérantes procèdent de la poursuite de l'intérêt général. La dignité des débats exige donc qu'ils ne deviennent pas personnels. Cela oblige à tout le moins à ne pas confondre le ressentiment avec les affaires publiques. Je laisse donc aux autres, qu'ils soient journalistes ou d'autres, le terrain de la médiocrité, et j'ai été très sensible, monsieur le maire, à un message que vous m'avez fait passer par un ami commun. Je vais vous parler de mon confrère Rachid Halal, dont la délicatesse fait de lui un de vos amis véritables. J'ai été sensible au message d'après lequel vous n'avez été à l'origine d'aucune des indignités qui se nourrissent du moindre trouble et qui en retour l'alimentent. Cette séquence de ces derniers jours, je tiens à le dire, m'a paru bien plus révélatrice et intéressante relativement à la nature humaine qu'elle ne m'a été désagréable. Je la tiens pour close, en caressant toutefois l'espoir, et c'est dans leur intérêt, que votre comportement exemplaire, dont j'ai été le témoin privilégié pendant 20 ans, sera suivi par ceux qui disent s'inspirer de vous. Il n'y a pas que la dignité qui permettra de surmonter cette situation. Cette situation va être surmontée par la lucidité et par la responsabilité. La lucidité, c'est celle qui me fait distinguer l'arrêté qui aboutit à la délibération que nous discutons, du scrutin relatif à cette délibération. Je vais être bref, mais j'indiquerai toutefois, et c'est le moins que je puisse faire, que le caractère en tout point injuste de la décision que vous avez prise mérite d'être discuté. Car je vais être, de mon point de vue, la démesure que cet arrêté porte parle d'elle-même. Et je suis d'autant plus à l'aise pour le démontrer que le pouvoir discrétionnaire que vous tirez de la loi en matière d'attribution ou de retrait de délégation vous autorisait à ne pas motiver votre décision. Or, et vous avez été très mal conseillé sur ce point, vous avez mis à l'appui de celle-ci, croyant masquer son caractère arbitraire, un considérant qui me permet de vous détromper sans me départir de ma sérénité. Vous invoquez en effet mon indisponibilité récurrente. Si je peux entendre, et c'est finalement la seule manière d'être charitable avec cette décision, que l'indisponibilité récurrente dont vous alléguez correspond à des attentes plus fortes à mon égard qu'à ceux d'autres adjoints dans cette Assemblée, il n'est pas acceptable, selon moi, que de telles exigences dont je pourrais m'honorer aboutissent à une telle injustice. Je ne tomberai donc pas dans la facilité par laquelle je me comparerai avec mes collègues. Je ne suis pas en politique comme à la cour de récréation avec ceux qui rapportent à leur maître. Et sur ce point, vous êtes le témoin de mon comportement, de sorte que, pour ma part, je puis regarder tous ceux qui composent cette Assemblée avec l'idée même que je ne me suis jamais compromis quant à ma franchise. Je ne sombre pas dans cette facilité, mais au fond,
cette indisponibilité récurrente qui est invoquée est-elle celle qui, entre autres choses, m'a permis, sans que je m'en prévale, monsieur le maire, de contribuer à vos côtés à l'accès de notre commune au financement bancaire, tandis que nos capacités d'investissement sont menacées? Cette indisponibilité récurrente est celle qui, dans le cadre de la rénovation urbaine, m'a fait contribuer à accroître de près de 3000 m² l'implantation de bureaux occupés dans le quartier des Petits Prés-Sablières. Cette indisponibilité récurrente a-t-elle consisté, entre autres choses, à avoir favorisé l'emploi des jeunes, à envisager dans leur intérêt l'évolution des chartes sociales qui favorisent leur accès au travail? Et vous n'ignorez pas que toutes ces contributions, et pour la plus récente d'entre elles, celles que j'ai faites pour l'accueil des migrants, se sont effectuées alors que la politique de la ville ne dispose d'aucun service dans l'administration communale, puisque c'est une compétence qui relève aujourd'hui de l'intercommunalité. J'en ai presque terminé, mais je veux vous dire, avec réellement le plus d'affection et de considération pour vous, que je suis un élu qui habite et qui est habité par cette ville. Je suis un élu qui a grandi dans cette ville, où j'y ai mes amis, mes fidélités, dans tous ces quartiers. Je suis un élu besogneux pour mon territoire, qui n'a jamais sacrifié à des querelles de personnes, mais qui a le souci constant de l'action publique. Et c'est dans tous ces quartiers, et surtout les plus populaires, que je me plais à me rendre à la rencontre de mes concitoyens, sans que j'éprouve jamais le besoin de le faire savoir ou d'y faire parade. C'est auprès de mes concitoyens qu'il faut apprécier la question de mon supposé mépris, pas auprès de ceux, et j'en fais la démonstration à tout moment, qui les voient bien moins que moi. La seule chose pour laquelle je ne suis indisponible, c'est pour la facilité et la bassesse de certaines discussions qui sont le fait d'élus de tous bords, mais qui n'ont rien à voir avec la politique. Ce n'est pas mon rôle de parler des personnes autrement que sous le prisme politique. Ce n'est pas mon rôle d'avoir autre chose que des idées et de les mettre en œuvre. Ce n'est pas mon rôle de sourire à la méchanceté, de consentir aux messes basses et de me réjouir des faiblesses des uns ou des autres. Je n'ai jamais et je ne ferai jamais ça. Je n'ai pas été éduqué ainsi, j'en remercie mes parents, et quand bien même aurais-je grandi dans un quartier populaire, ce n'est pas ma tradition. Quand ici et là, des élus sont disponibles pour discuter du matin au soir des uns et des autres issus du milieu politique qu'ils fréquentent là-bas, hors du vase clos, n'y a-t-il pas tous ceux qui nous regardent et qui se désespèrent de ce que les élus ne les regardent plus? Allez leur demander si je suis indisponible. Quand je leur trouve un logement, un emploi, quand je me demande comment faire pour les défendre, et les défendre gratuitement au tribunal, comme je l'ai d'ailleurs un peu plus publiquement fait à l'occasion de ma mise à disposition de mon cabinet pour France Terre d'Asile. Et puis demandons au personnel politique porteur de projet dans le Val-de-Marne si je ne suis pas disponible. Dans l'intérêt de ceux-ci, notamment en matière de politique de la ville. Ce vase clos pour lequel, oui, je ne suis pas disponible, m'exaspère. Il est vrai. Il éclatera, la société n'en veut plus. Alors peut-être est-ce de ma faute de n'être pas venu plus tôt vous faire part de mon regard. Mais voyez-y un signe de respect et de pudeur, et non pas une distance, ou l'idée que je sois mis à vouloir vous concurrencer, ou à croire que vous me vouliez du tort. Ceux qui se sont mis entre nous, par leur manière, qui envenime, ont de mon point de vue une responsabilité qui sera pour eux un fardeau. C'est leur problème, pas le mien. Et quand bien même serais-je indisponible, autant que vous l'alléguez, encore faut-il distinguer entre temps passé et utilité réelle. Car sinon, monsieur le maire, votre indisponibilité récurrente au Parlement nous empêcherait de remarquer que votre mandat de parlementaire vous a permis, pour le bien de Créteil, d'avoir un rôle majeur, notamment en matière de politique de la ville. Au vrai, en tirant argument de cette soi-disant indisponibilité, vous vous placez sur un terrain qui échappe largement, et c'est heureux en démocratie, à votre contrôle, puisque le contrôle du temps procède d'un pouvoir hiérarchique qui est incompatible avec l'indépendance des élus. Les élus ne sont pas des agents et des collaborateurs. Vous oubliez au surplus que nous n'exerçons pas nos fonctions que autrement que par délégation, et que la qualité de votre investissement à la tête de cette ville vous a toujours, et nous nous en félicitons, amené à maîtriser l'ensemble des sujets qui concernaient notre territoire. Beaucoup d'élus, d'ailleurs, restreignent leur contribution sous le poids de votre compétence, de votre talent et de votre autorité. Ils craignent assez vite d'avoir de l'initiative parce qu'ils apprennent assez tôt que la maison, et c'est tant mieux, est tenue et bien tenue. Être disponible, ce n'est pas vous complaire, et ce n'est pas être votre ami que d'être disponible de cette manière. C'est être votre ami, d'être disponible de la plus excellente manière. Enfin, les retraits de délégation, et la jurisprudence sur ce point est à peu près constante, procèdent d'une dissension publique entre le maire et l'adjoint concerné.
Or, je persiste devant vous à soutenir que ni mes sentiments à votre égard, que la pudeur m'empêche de développer, ni mon soutien indéfectible pour la politique que vous menez en faveur de notre territoire, non, ni l'un ni l'autre, ne permettent de déduire de mon comportement politique, et c'est de lui seulement qu'il s'agit, la remise en cause de ma parfaite loyauté. Il y a quelque chose de plus grave que le rejet de mon estime et de mon soutien que vous balayez. Le vote auquel vous soumettez l'Assemblée vous expose, nous expose, quelles qu'aient pu être vos exigences à mon égard, à donner l'idée que nous nous servons d'elle pour des raisons qui ne s'expliquent pas. Et qui ne s'expliquent en tout cas pas sur le terrain de la bonne marche de l'administration communale. Et du coup, il est clair que je demanderai à la juridiction administrative de veiller à la légalité de cette décision qui, de mon point de vue, si elle était adoptée de manière définitive, constituerait un précédent fâcheux et une faute morale à laquelle je ne me soumets pas. Il n'est pas pour moi concevable que cette violence puisse prospérer ni dans cette Assemblée, ni dans d'autres qui pourraient connaître de la même situation pour des mêmes motifs. Ce soir, malgré ces explications, vous maintiendrez cette délibération. Sur le plan strictement politique, je veux sur le champ libérer tous ceux qui sont embarrassés, et certainement vous-même, monsieur le maire, par cette situation, et tous ceux qui, en tout premier lieu, m'ont fait part de cet embarras. Je demande à ceux dont l'esprit a pu faire preuve dans cette affaire de réserve et de délicatesse de voter, vous ne l'avez pas retenu, publiquement et à bulletin secret, et s'ils le font maintenant à bulletin secret, je leur demande très naturellement, par souci de cohésion avec la majorité municipale, de voter à l'unanimité cette délibération. Cette situation sera donc surmontée de la plus excellente manière. L'outil qu'est notre majorité en faveur de Créteil ne s'encombrera ni de ma situation personnelle, ni de problèmes de personne. Sur le plan politique, cette situation est surmontée. Sur le plan juridique, personne ne peut me faire reproche de faire usage de mon droit. Il ne préjuge en rien ni de l'estime, ni de l'affection dans laquelle je continue de vous tenir un peu malgré vous. Les sentiments les plus purs peuvent s'accompagner des convictions, mais l'allégeance corrompt toujours celle-ci. C'est libre et indépendant que j'ai toujours soutenu votre action et que j'ai l'honneur de pénétrer dans cette assemblée. C'est au prix de cette liberté et de cette indépendance que je continuerai à la soutenir, car c'est l'idée même, et plus encore par tant de troubles, que je me fais du rôle d'un élu, et sans cette indépendance, un soutien n'est pas véritable. Monsieur Johnson, les discours les plus beaux n'ont jamais masqué la réalité. La réalité, c'est depuis 2 ans une indisponibilité récurrente, que ce soit dans différentes réunions techniques municipales, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans le cadre des différentes représentations auxquelles nous sommes tenus. Donc, je propose que nous passions au vote, et effectivement, vous avez toute liberté de faire toutes les procédures que vous souhaitez.